C'était l'ouverture du Guglielmo Tell de Gioacchino Rossini. Il est temps de commencer. Nous avons 6 minutes de retard. Je m'en excuse. Vraiment, il est temps de commencer. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Alessandro Priolo et au nom du comité organisateur local du séminaire conjoint de la FAO et des réseaux SIAM sur les pâturages et les cultures fourragères et la nutrition des ovins et des caprins en Méditerranée. Je vous souhaite ma plus chaleureuse bienvenue ici à Catane. Comme vous tous le savez, cette conférence aurait dû être organisée l'année dernière, mais nous avons préféré attendre plutôt que de nous rencontrer en mode hybride ou encore pire en virtuel. Pour ce séminaire, nous avons des délégués de 25 pays différents et de tous les continents. Nous avons également un programme pour les accompagnateurs. Toutes les séances de la conférence se feront en plénière car nous croyons qu'un séminaire conjoint ne peut pas se faire avec des séances disjointes. Et pour permettre à tous de participer à toutes les séances du séminaire, nous avons dû charger vraiment le programme, faire un programme très serré. Et pour ce faire, nous faisons vraiment confiance sur un respect des temps de la part de vous tous. Merci de votre collaboration donc. Je comprends qu'il n'y aura pas assez de temps pour toutes les discussions et donc je vous invite à respecter les temps de vos sessions et à continuer les discussions pendant le dîner ou ailleurs. Nous avons quand même des pauses café et des déjeuners et on aura le temps de discuter pendant ce temps. Comme vous pouvez imaginer, l'organisation a été coûteuse et pour garder les frais d'enregistrement à un niveau raisonnable, nous avons dû trouver un nombre de sponsors. Le sponsor le plus important est l'Université de Catane qui nous accueille et qui couvre le coût de plusieurs services. Un autre contributeur est Corfilac, le consortium de la filière laitière qui nous accueillera la 3e journée. L'Université de Palerme organise le séminaire. Nous avons également 2 entreprises, sociétés privées, sponsors, et grâce à ces sociétés, il a été possible d'inclure 3 prix dans le programme. Ce sont la société locale et internationale, l'entreprise Mangimi Leone et le groupe international de l'ADN. Un nombre de bourses d'études ont été mises à la disposition par le réseau SIAM et la FAO. Les séances ont été organisées d'une manière très innovante, y compris une séance qui est dédiée aux jeunes chercheurs, une qui est dédiée aux projets de recherche et aux opportunités de financement, et pendant la visite technique de la 3e journée, il sera organisé également une table ronde sur la dissémination des résultats de la recherche. Le leitmotiv du séminaire sera la durabilité du point de vue de faire raison ensemble. Et ce premier jour sera entièrement consacré à ce thème. Nous avons également un programme social très intéressant qui comprend le cocktail de bienvenue de ce soir,
dans un palais baroque, un des plus beaux de Catane, offert en partie par Mangime Leone, pendant lequel le prix Mangimi Leone pour le meilleur poster sera décerné. Demain, nous aurons le dîner social et tout se fera à distance faisable à pied. Il est temps de commencer, donc je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite un bon séjour à Catane et un bon séminaire, et je passe la parole au directeur de la SIAM, Monsieur Raoul Campès. Merci. Bonjour. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Merci de m'avoir invité. Merci de votre travail. Je suis Raoul Campès, directeur de Saragossa SIAM. Je suis un des organisateurs. C'est la première fois que je participe à un séminaire de ce réseau. Merci beaucoup à l'université de de Catania, pardon, dit l'orateur, de l'université de Palerme. Merci à l'université de Palerme et à ses collaborateurs. Très brièvement, je voudrais vous présenter notre institution. Et je voudrais vous montrer une carte de la Méditerranée qui rendra plus facile de comprendre pourquoi nous supportons cette activité, nous soutenons pas cette conférence, mais le réseau avec la collaboration de la FAO, que je veux remercier pour son engagement qui date depuis les années 70. SIAM est l'Institut international des hautes études économiques en Méditerranée. Et quelqu'un d'entre vous nous connaît et a participé déjà à notre activité en tant que collaborateur, enseignant. Nous sommes une organisation internationale et intergouvernementale. À ce jour, il y a 30 pays membres, mais nous sommes ouverts à tous les pays. Comme vous le voyez dans la carte, il y a quelques pays de la Méditerranée qui appartiennent à notre organisation, mais notre but est que tous les pays de la Méditerranée puissent coopérer avec notre institution. Cette année, nous célébrons notre 60e anniversaire. Je vous invite à participer à toutes les initiatives qui se feront dans les pays de nos instituts. Demain, nous serons à Bari. Bari est le siège de notre institut italien et l'événement de Bari sera consacré à la diète méditerranéenne sur 3 jours. Nous avons donc 4 instituts, comme la map l'indique. L'Institut espagnol à siège à Saragosse, l'Institut français à Montpellier, celui italien à Bari, l'Institut grec sur l'île de Mérania. Notre mission, très important, est la coopération dans le domaine de l'agriculture, la pêche, les ressources naturelles, l'eau. Et notre spécificité à le faire, notre manière de coopération passe par ce que nous appelons maintenant capacity building, transfert de connaissances, activités de formation, des cours master, cours de spécialisation, par la recherche et l'innovation de tout projet. Et pour ça, je voudrais remercier Prima pour la relation spéciale que nous avons avec par le transfert de connaissances, nous voulons être très proches des pays et des projets, être à même de fournir des outils pour promouvoir leur économie et leur agriculture. Pourquoi nous soutenons ce type d'activité, ce réseau et d'autres réseaux? Nous voulons continuer à travailler avec la FAO dans ce domaine, ovin, caprin, pâturage, ce travail qui est complémentaire au restant de notre activité. Nous investissons des
ressources, de l'argent. Et je veux remercier Antonio, qui est la personne chargée de la gestion et du fonctionnement du réseau de notre institut. Pour ce faire, toutefois, nous avons besoin de partenaires. Sans partenaires, on n'aurait pas pu organiser ce séminaire et nous ne pourrions pas entreprendre toutes les activités que nous entreprenons pour collecter vos idées, et pour vous aider et pour vous aider dans le développement, dans la création de nouvelles activités d'enseignement, nouveaux projets. Nous voulons donc renouveler notre engagement vis-à-vis de la FAO. Et je veux remercier encore une fois la personne chargée de l'activité de la FAO en ce domaine. Nous sommes ouverts à recevoir vos suggestions, surtout les suggestions qui viennent des pays de l'Afrique le moins développée. Et nous sommes prêts à réviser tous les projets, à travailler ensemble, échanger les connaissances, essayer de bâtir ensemble ce futur qui sera le meilleur et qui se présente plein et riche en défis pour lesquels nous voulons être des protagonistes. Merci à Raoul. Maintenant la parole au représentant de la FAO, Aimable Wizeye. Aimable n'est pas seulement un fonctionnaire de la FAO, il est également un étudiant de l'Université de Catane. À toi la parole. Chers participants, mesdames et messieurs, c'est mon plaisir de vous parler à vous, chercheurs jeunes et seniors, à l'occasion de ce séminaire de la FAO et SIAM sur les pâturages, les cultures fourragères et la nutrition des ovins et des caprins en Méditerranée. Permettez-moi tout d'abord de remercier l'Université de Catane pour avoir organisé ce séminaire et pour m'avoir invité à parler aujourd'hui au nom de mon collègue Mouhed Noumi, qui est le point focal du secteur de développement des ovins et des caprins. La FAO, en collaboration avec SIAM, qui date depuis des décennies, c'est une collaboration importante car elle fournit l'opportunité du meilleur développement des systèmes d'élevage d'animaux durables, car en Méditerranée, avec l'amélioration de la capacité de se développer, du transfert de connaissances et de la recherche des ovins et des caprins, peut vraiment aider. De plus, par les actions conjointes entre la FAO et le SIAM, il a été possible de créer un sous-comité sur le bétail qui est au cœur et au sein du comité déjà existant de l'agriculture. Ceci dans le but de soutenir le système d'élevage durable et la transformation du bétail durable sans laisser personne derrière. On sait que le bétail joue un rôle clé dans la nutrition, de la sécurité alimentaire pour des milliards de personnes et qu'il est bien inclus, qui fait bien partie de la culture méditerranéenne et de la diète méditerranéenne. Le thème choisi pour ce séminaire est très bien adapté. Et le système des ovins et des caprins contribue énormément à la sécurité alimentaire, à la nutrition, grâce à ces substances riches en calories, protéines, micronutriments, fibres et à leur accessibilité, milliards de gens peuvent survivre et être aidés. Les ovins et les caprins sont déjà la propriété, sont détenus par des femmes et des jeunes gens en améliorant donc leur capacité d'autonomie et en développant leur communauté. Les ovins et les caprins sont des ruminants résilients qui peuvent vivre dans des zones de montagne, dans des régions arides et semi-arides, qui supportent bien le changement du climat et qui peuvent survivre à la carence de ressources et à la carence
sources d'eau. On sait également que les ruminants contribuent en grande partie à la réduction des effets de serre et également contribuent à garder et à maintenir la température globale moyenne. Avec leur capacité de produire du CH4, du méthane, contribue à la réduction des émissions et donc constitue une opportunité pour améliorer l'impact sur le climat. Sont vraiment un élément clé pour l'économie et l'agriculture et la vie des communautés et des zones où elles s'installent. Avec en outre le développement de la collaboration en matière de vin et des caprins, surtout pour ce qui est de la nutrition et de l'amélioration du bien-être du bétail, en améliorant également les pâturages et les forages. Bon, ceci constitue vraiment un des objectifs de la FAO et de la CEAM qui agissent en catalyseur pour l'obtention de ces buts. Les membres et les partenaires de la FAO et de SIAM peuvent vraiment continuer à compter sur la FAO, sur son aide, son soutien pour toutes les activités visant à contribuer à une amélioration de la vie, à une amélioration de l'environnement. La FAO soutient bien ces efforts. Cette collaboration ne veut jamais laisser personne derrière et attend vraiment et espère vraiment que la collaboration puisse continuer de la meilleure manière, en vous souhaitant aujourd'hui le meilleur succès pour ce séminaire. Merci. Avant d'aborder la première session, nous avons deux petites présentations sur la situation des ovins et des caprins en Sicile. Le premier speaker, Monsieur Natalello de l'Université de Catane. Le deuxième, le professeur Giambalvo de l'Université de Palerme. Bonjour à tous et à toutes, je suis très content d'être ici vous parler en premier. Dans ma petite présentation, je vous donnerai une vision générale de la situation des petits ruminants en Sicile. La Sicile est connue pour être une île aux côtes très belles, mais la Sicile est surtout une terre de montagnes et de collines. L'élevage des petits ruminants a toujours été un pilier important dans l'élevage des animaux et a toujours soutenu et le soutien des éleveurs siciliens est aussi important. La Sicile est la deuxième région après la Sardaigne en termes de nombre de cheptels, d'ovins et de caprins. Nous avons plus de 800 000 petits ruminants, la plupart sont des brebis ou des moutons. Et ceci est parce que d'habitude les troupeaux de moutons ont des chèvres à leur intérieur. Ceci est dû à la tradition sicilienne où le lait de brebis était fait pour la production du lait, tandis que le lait de chèvre était fait pour la consommation du lait. Avec le mélange, lait de chèvre, lait de brebis, on fait des fromages particuliers. Les éleveurs ont originé 5 races de brebis, Valle del Belice, Comisana, Sincirita, Noticciana. Ces 4 races sont toutes considérées des races laitières, mais seulement Valle del Belice
avec son très haut niveau de production de lait est soignée. La dernière, Barbaresca, a une bonne production de lait et c'est une race que l'on trouve également en Afrique du Nord. Pour ce qui est des chèvres, là aussi nous avons 5 races. Girgetana, qui a le même logo que notre séminaire, Maltese, Argentata dell'Etna, Frozza mediterranea et messinese. Malgré notre biodiversité évidente, les éleveurs siciliens préfèrent la race Valle del Belice pour le croisement de races. Les races sont croisées et les races siciliennes avec des races spécialisées en lait, surtout la Sarda de Sardaigne et d'autres races. Il y a que peu d'éleveurs qui font de l'élevage pur. Ceci est un risque pour nos races. En fait, Noticiana, Barbaresca, Girgentana, Argentata dell'Etna et Brozza mediterranea sont des races en voie de disparition. Comme vous pouvez l'imaginer, des races préférées, presque toutes sont dédiées à la production de lait et la production laitière. La majorité des éleveurs travaillent en élevage extensif dans des pâturages natifs et herbages. Ça dépend des saisons. Quelquefois, les ovins reçoivent une intégration avec des produits commerciaux concentrés, mais ça dépend des herbages, de la disponibilité et de la situation, de la condition physiologique et physique des ovins. Traditionnellement, la période d'agnelage est en été, le mois de juin-juillet. Les brebis sont élevées naturellement avec l'air mère pendant une période de 30-40 jours. Après, au mois de septembre-octobre, les agneaux sont abattus et leur viande est vendue. Alors, elles sont traitées 2 fois par jour. En début d'année, il y a encore une période d'agnelage plus court avec les brebis plus jeunes nées l'année précédente. Leur lait est utilisé pour le fromage et les brebis, les agneaux sont tout de suite abattus. Les troupeaux, dans ces périodes possibles, pâturent dans des herbages. Il reste 5 à 6 heures entre les traites du matin et du soir. Dans les périodes où il n'y a pas de pâturage, les troupeaux peuvent rester dans des pâturages secs. Elles sont quand même, leur alimentation est quand même intégrée avec du maïs, des graines, mais c'est une alimentation qu'on essaye de limiter. Ça dépend de la disponibilité des terrains, mais également ça dépend du période des agnelages et de la qualité des agnelages et du prix des agnelages. Ça veut dire que les fermiers
programment les périodes d'agnelage en fonction de la demande de production de lait. Il y a une période en été où la production de lait où le lait est très demandé et la production de sous-produits tels que la ricotte est fortement demandée. Malheureusement, les pâturages ne sont pas toujours disponibles, donc les animaux sont obligés de recevoir des intégrations. Également dans les pâturages et dans les élevages intensifs. L'importance de l'élevage des ovins est importante même pour la production de fromage, surtout 3 espèces. Les 3 espèces de Pecorino siciliano, mais il y a encore d'autres espèces, 10 autres types de fromages qui sont reconnus par le ministère, qui sont très bons et qui ne sont pas simplement partie de nos repas, mais appartient également à notre tradition. Par exemple, le Marocchino cheese, Anse Pecorino, se fait 1 fois par an et il est produit dans un village au centre de la Sicile. Parmi les sous-produits de notre production laitière, il y a la ricotte, un produit clé pour notre marché, pour notre pâtisserie également, est considéré un produit secondaire, comme les agneaux, qui sont tués après 13-14 jours, lorsqu'ils se nourrissent encore avec le lait de leur mère, mais qui sont abattus pour améliorer, pour accroître la production de lait. Aujourd'hui, malheureusement, les moutons, les mâles sont considérés comme un poids pour les éleveurs, pour les producteurs, et ils sont vendus une fois abattus comme matériel de construction pour le bâtiment, leur carcasse. Mais il y a quelque chose que je dois dire avec amertume. Le secteur des éleveurs souffre beaucoup. Dans les 2 dernières années, nous avons perdu 7% de nos éleveurs, de nos fermes. Dans les 5 dernières années, nous avons perdu 15% du volume de fermes. Nos fermiers, nos éleveurs ont des difficultés à tirer des profits de leurs élevages, de leurs activités. Et ça dépend de 2 facteurs clés. Le changement climatique qui réduit les herbages, les pâturages un après un, et donc les éleveurs doivent avoir recours aux produits complémentaires, maïs et produits concentrés. Le prix du maïs, le prix du fourrage augmente de plus en plus. En tant que chercheurs, nous devons faire quelque chose pour nos éleveurs, pour les aider à surmonter leurs difficultés. Et j'espère que ce séminaire sur des ressources alternatives pourra les aider. Nous devons agir à toute vitesse et ensemble. J'espère que ce séminaire puisse être un bon point de départ. Merci. Il professor Dario Giambalvo legge un testo molto tecnico, molto velocemente, impossibile da seguire con una traduzione simultanea. Hello everyone, my name is Dario Giambalvo and I work at the University of Palermo. First of all, I would like to thank the organizers for having invited me to this conference. My task is to describe briefly the current status of forage resources in Sicily and to point out some possible ways and strategies to support and improve this sector in the future.
As you know, Sicily is an island in the heart of the Mediterranean basin. Despite the fact that it is relatively small, it is largely diversified in terms of geological, pedological, orographic, and climatic characteristics. For example, altitudes vary from 0 to 3,000 meters. Some areas receive less than 400 millimeters of rain each year, while others have a mean annual rainfall higher than 1,300 millimeters. Sicilian pedologists argue that Sicily represents a palette of soil types. Moreover, this island has been subjected to high anthropogenic pressure that often have proceeded in divergent directions in relation to tradition, uses, cultural and economic context. These have progressively led to a great diversity in natural and anthropic landscape, as shown in this picture and by the vegetation map that you can see at the bottom of this slide. In this context, pasture land represents an important resource, both for their diffusion and the multiple functions they perform. Referring to the most recent statistical data, permanent pasture occupy an area of just over 470,000 hectares. That means about 30% of utilized agricultural area. They have present through the island and are highly diversified according to the soil and climate condition, as well as to the management method applied. Here we can see a typical grassland of the Carbonate Mountains. These areas are frequently affected by the fire and are dominated by Ampelodesma mauritana. In this slide, you can see a typical grassland of the xeric Mediterranean belt with the predominance of Iparrhenia hirta, and on the right, a Mesophilus grassland of the mountain belt with the predominance of Brachypodium rupestre. And here we see a different vegetation type, a garriga or Nascidophilus substrate dominated by Genista copani, and then a Sicilian endemism. Overall, the Sicilian pasture insists on areas characterized by marked limiting factors, stony soils, outcropping rocks, and so on, that preclude different uses. These areas are inherently fragile and subjected to high risk of degradation. On the other hand, the presence of a natural high floristic diversification represents a sure strong point of Sicilian pastures. Each pasture, in fact, shows high floristic variability, often with a large presence of legume species, belonging mainly to genera Trifolium, Medicarius, Scorpiurus, Lotus, Oneibrichis, and so on. Moreover, there are a lot of endemic species of an high naturalistic value, for example, Trifolium bivona, Helichrysum panormitamum, Astracantha penteneprudensis, and so on. It is worth known that biodiversity positively influences forage production and its seasonal distribution. It also contributes to mitigate the intra- and interannual variability of herbage yield. Moreover, a greater floristic diversity is associated to a more balanced composition of herbage, so that the animals have greater chances to meet their nutritional needs, also by selecting their diet. Finally, the greater floristic complexity positively influences the sensory and the nutritional quality of livestock products, perfumes, flavours, aromas, bioactive compounds. Furthermore, floral diversity can better guarantee the delivery of important ecosystem services, usually recognized in grassland. In fact, the greater floral complexity ensures an increase in water supply, an increase in carbon sequestration, and a more efficient regulation and activation of nutrient cycling, a containment of erosive processes. This latter aspect
takes on particular importance in these pastorlands, as these resources, as mentioned, fall into intrinsically fragile environments where the risk of instability are very high. I really believe that biodiversity is the key for improving resilience, and also considering that the ongoing climate change, it must be certainly be preserved and enhanced. Unfortunately, Sicilian pastures show in many cases more or less several levels of degradation, with negative repercussions on productivity and with the establishment and increase of species of elite or no grazing interests, like, for example, Ferula communis, Galatida tomentosum, Asphodelus luteus. The causes of pasture degradation are generally attributable to inadequate management methods, such as excessive or too low animal loading rate, intensity of reuse, incorrect period of reuse, inadequate grazing methods. This is due to several factors, among which economic reasons. Often farmers are forced to do this because there are no economical sustainable alternatives, even if they are aware that such utilization will have negative effects on the vegetation. Low technical education of farmers, resulting in the lack of awareness about the impact of the choice made on pasture resources and on their ecosystem services. Low propensity for innovation. Moreover, other social reasons could have contributed indirectly to this scenario. The population of disadvantaged rural areas, abandonment of formal culture and land management that in the past gave value to this territory, lack of attention from regional and national policy market. For all the reasons, productivity is, with a limited exception, general modest. Moreover, due to the peculiar climatic characteristic of the Mediterranean environment, rainfall concentrated in the autumn-winter period and hot and dry summer, the forage supply is extremely unstable over time and very variable in terms of quality. Therefore, it's not surprising that often the use of permanent resources is associated with that of a forage crop. In Sicily, forage crops are grown on about 250,000 hectares, almost exclusively under rain-fed conditions. About 50% of this area are represented by poor stand crop, mainly leguminous species. Among these, the most common are sulla, Bersin clover, common vetch, fenugreek, vetch, sparosum clover, and alfalfa. Alfalfa is grown under irrigation mainly in Ragusa Plateau, where an intensive day farming is practiced. Other cultivated species are Italian regulars and some cereals, such as barley, oats, and triticale, sometimes used for a short period for winter grazing and then for grain. About 120,000 hectares are yearly grown with fodder mixture, with the widespread presence of legumes. Forage crops are generally used for stocking making, that is hay or silage. Silage is made only in the most intensive area. Degradation is almost absent in Sicily. Grazing is often carried out on several species with the inclusion of pasture to create foraging chains. So this allows the realization of a forage system based on concatenation of resources characterized by different group periods and suited to multiple methods of use, double utilization, grazing, haymaking, etc., so that the farmer can vary the destination according to the contingent environmental conditions. Sicilian forage have some weakness. For example, they produce, unfortunately, it's often of bad quality, and this is due to a variety of causes. The farmers tend to delay the cutting time to increase grain material, to reduce drying time, and in attempt to take advantage of a more favorable climatic condition. Sometimes environmental weather events occur during the dry period after moving. Moreover, the cultivation techniques adopted for haymaking are not always the best ones. Furthermore, the development
Development of the sector is often penalized by scarce technology and genetic innovation. On the other hand, Sicilian forage crops have some strength. The first is the limited or no use of external input. Consider that over 30% of the forage area is certified as organic. Moreover, often multiple forage resources are grown alone or mixed within the same farm, thus contributing to increase the biodiversity at farm scale and then the resilience of the cropping system. Another strength is the wide diffusion of legumes that are, as known, fertility-building crops, improving the sustainability of the system in which they are included. A species of great interest is certainly the Sulla coronaria, which is actually the only polyannual forage crops grown in Sicily under rain-fed conditions. The species has some unique characteristics that, in my opinion, are still to be fully exploited. Sulla is a very rustic plant and can vegetate in environments where other species are unable to do so. For example, it is able to modify the soil pH in the root zone, increasing the availability of some nutrients, such as iron and phosphorus, that are generally little bioavailable. This occurs through the formation of shovel roots, where the plant accumulates carbonates to acidify the soil near roots and so mobilize iron and phosphorus. Moreover, it has the high plasticity of use. In fact, Sulla can be used for grazing, for reproduction, double utilization, and also for silage production, which is easier to realize compared to other forage legumes due to the higher content of water-soluble carbonates in the forage. Also, Sulla has high nutritive value and excellent palatability, which results in increased voluntary intake. Moreover, it is an optimal content of condensed tannins with positive effect on protein digestibility, reduction of bloat risks, and of gastrointestinal parasites. Finally, Sulla has a high dry matter yield potential. These species, however, show also some weak points, such as the susceptibility to powdery mildew, and in general, the scarcity of improved varieties is stable for the different environments and utilization. At the moment, the farmers use only local agrotypes. Therefore, these species would certainly deserve greater attention to enhance so considerable potential, also through specific breeding programs. In conclusion, for the development of forage production in Sicily, it appears necessary to implement a strategic plan aimed to develop management strategy and agronomic practices with the multiple purpose of increased biomass productivity and quality, sustain and improve the permanent forage resources, also for the important as providers of many ecosystem services. Technical solutions should be designed to preserve and strengthen floristic diversity. I fully believe that biodiversity is the key for the sustainable development. There is a lot of room to achieve these goals, and research can and must play its part, working in synergy with all public and private stakeholders. Moreover, it is necessary to activate effective breeding strategy. Too little has been done in this field. Finally, the sector must be renewed also through the development of innovative technology to design and manage grazing and forage systems by applying and integrating, for example, remote sensing technology for the spatio-temporal assessment of forage swards, smart farming technologies such as virtual fencing, supporting decision systems for grazing management and for ecosystem service assessment. However, all these will only be achievable if at some time we will work to add value to livestock production by identifying specific processing technique capable of enhancing the peculiarities of the livestock products and by developing appropriate marketing strategy. Moreover, knowledge, skill, and entrepreneurial capacity of the operator needs to be improved. Finally, politics at the different levels
will have to play its part by promoting policies to support this sector, also taking into account that these resources also have an extra productive function that are important from a cultural, social and environmental point of view. Thank you. Merci beaucoup. Merci, vous m'entendez? Bon, s'il y a des accompagnateurs dans la salle, je vous prie de sortir et dehors, il y a le guide qui vous attend. Je pense que nous commençons donc la première séance. J'invite les présidents, Madame Pilar de Frutos et Monsieur Abdelila Arabe. Je vous rappelle que les keynote speakers auront 20 minutes, les autres speakers auront 8 minutes pour leur communication. Bonjour, vous m'entendez? Vous m'entendez? Bon. Bonjour. C'est un plaisir d'être ici, merci. Nous commençons par notre première séance sur les ressources en aliments pour animaux alternatives et leur durabilité. Je me présente, je suis Pilar de Frutos et moi je suis Abdelila Arabe de Maroc. J'enseigne au 2e Institut d'agronomie et de médecine vétérinaire. Et permettez-moi de vous rappeler ce qu'Alessandro a dit déjà plusieurs fois, qu'il faut vraiment respecter les temps. Nous n'avons que 20 minutes pour les keynotes et 8 minutes pour chaque communication. Il n'y aura pas de questions et réponses après chaque keynote, après chaque communication. Nous aurons une discussion générale à la fin de la séance. Je préviendrai les speakers à 1 minute avant que leur temps n'expire. Donc, je vous prie d'être vraiment à l'heure et de respecter vraiment le temps. Le premier speaker est Guillaume Martem. Quelques mots pour le présenter. Il est directeur de la recherche chez INRA en France. Il est membre de l'unité de recherche à agir et son domaine de recherche est surtout l'agronomie systémique avec focus sur la gestion des méthodes et des modèles d'organisation, surtout dans des nouveaux contextes qui sont dominés par l'incertitude et le changement. Nous aurons donc le plaisir d'écouter sa présentation au titre utilisation de ressources en aliments pour animaux locaux pour l'élevage de bétail, un rêve ou une réalité. Merci de m'avoir invité à cette conférence. Merci de m'avoir invité à faire cette présentation que j'ai préparée avec mes collaborateurs à l'Institut de Montpellier. Je discuterai sur l'utilisation de ressources en aliments pour animaux locaux, pour l'élevage des aliments. Est-ce que c'est une illusion, une promesse réelle? Donc, comme vous le savez, le secteur animal a fait l'objet de beaucoup de critiques de la part de la science et même de la part du rapport de la FAO sur les ombres que le bétail et les élevages peuvent donner. Et ces critiques ont été reprises par la suite tant par les hommes politiques que par les médias. Et pourquoi ceci? Eh bien parce que le secteur animal a été vraiment un secteur croissant
depuis des années. Là, vous voyez des chiffres qui concernent des volailles, des bovins, des suins, des ovins et des caprins, et le numéro de cheptel à partir de 1960 jusqu'à 2010. Et l'augmentation connue tant dans le nombre de cheptels que dans le poids des carcasses, et ceci parce que il y a eu une demande croissante pour des produits animaux due à la croissance de la population, la croissance de revenus, à une meilleure organisation. Et de plus, le secteur animal a été englobé dans le commerce international. Là, vous avez les flux d'azote dus au flux de denrées alimentaires et d'aliments animaux partout dans le monde. À partir de 1996 jusqu'à 2009, et vous voyez l'énorme croissance dans les flux de denrées alimentaires et aliments pour animaux partout dans le monde, avec un petit nombre de pays, les USA, Argentine et Brésil, qui exportent ces produits pour animaux, et envers les autres pays. Et vous voyez donc cette disconnexion importante entre la production de fourrage dans des régions spécialisées et ce petit nombre de pays qui produisent des aliments pour animaux. Eh bien, ces échanges ne font qu'augmenter l'impact environnemental, que l'empirer, ne font qu'augmenter le coût de l'énergie du fait des coûts de la production qui augmentent, et donc même pour les éleviers. Notre deuxième orateur, notre prochain orateur est Kletos Mapie. Il est un PhD, professeur associé sciences animales à l'université de Stellenbosch à Cape Town en Afrique du Sud. Sa recherche et son enseignement couvrent plusieurs aspects, parmi lesquels la manipulation de la qualité de la viande et sa composition en lipides, par surtout la nutrition et les nutriments. Aujourd'hui, il nous parlera des ressources alternatives en aliments pour animaux et leur durabilité. Bonjour, c'est un plaisir de vous présenter mon travail sur les ressources alternatives en aliments pour animaux et leur durabilité. On sait que les produits et les déchets de produits, y compris le lait, contribuent à 34% de la consommation de protéines. Cette valeur varie selon les espèces, selon la composition du sol, ses strates, ses substrats, et selon les animaux contribuant. Parmi ces animaux, les petits ruminants contribuent d'un cinquième de cette production. La consommation des eaux, la consommation est prévue pour 5%, et
En fait, la production de ces éléments est le défi qui se présente pour la production du bétail. Outre à la scarcité des éléments, des aliments pour animaux, qui est en fait une des éléments clés de tout le problème, cette carence est due également au coût élevé, aux recherches faites, aux difficultés de l'ORTF, est due à la perte de productivité, à la perte de la biomasse, à l'empreinte en eau élevée, à la dégradation des terrains, au changement de climat. Et pour ce qui est des changements de climat, les émissions de gaz d'effet de serre contribuent d'une manière remarquable à ce changement. 40 à 45% des émissions de gaz vient des déchets de la production. La plupart des émissions dérivées et des déchets sont dus à 65% des déchets de bovins, et même les petits ruminants qui contribuent à 7%. On sait que les émissions de gaz ont des effets négatifs, y compris sur la santé humaine, peuvent causer des maladies pulmonaires et des pertes d'énergie qui peuvent causer des pertes de profitabilité de la part des producteurs. Donc, il y a différentes sources pour les émissions de gaz qui varient, qui peuvent faire varier et qui varient la production des herbages, la production des pâturages, qui sont dérivés également de la fermentation et la production vert. Les émissions de gaz sont, à vrai dire, corrélées même à la qualité de la production. Surtout pour ce qui est les émissions qui sont dues aux fibres. Avec une consommation élevée de fibres, on est obligé d'avoir des émissions, un très haut niveau d'émissions de gaz. Donc, malheureusement, les fibres ont une importance cruciale, critique, même dans la production d'aliments pour animaux, ce qui rend cette production vulnérable du point de vue écologique et économique. Parmi les différents produits et plantes que l'on peut utiliser, les fibres participent,
les fibres participent énormément, mais la plupart des fibres ne sont pas comestibles comme le montre la recherche, et elles causent des émissions énormes. Selon leur utilisation, la production de la viande, la production alimentaire peut améliorer, mais elle fait l'objet d'études et d'équilibre, de recherche d'équilibre, surtout pour ce qui est des petits ruminants et de leurs émissions. Le thème de l'amélioration de la viande, de l'amélioration des herbages, des pâturages est fondamental pour leur utilisation. La première de ces ressources alternatives de graminées fourrageuses était l'arisia, une des légumineuses qui est utilisée parmi les espèces qui sont portées à maturité. Il faut notre attention sur la base des méta-analyses qui ont été faites lors des 2 dernières années montre qu'il peut y avoir une amélioration, une augmentation des émissions de gaz. Ça dépend des températures que l'on trouve dans les régions tropicales. Toutes ces espèces de graminées qui ont été évaluées, parmi ces espèces, la Precaria et la Peisa ont des émissions de méthane moins importantes, peut-être du fait de leur teneur à teneur moins important à NDA. Peut-être ce qui facilite leur digestion, avec le produit enrichi en protéines crudes, en facilitant donc la digestibilité et la métabolisation. Et ceci peut-être porter et engendrer être cause de l'amélioration de la performance animale. Un autre bon exemple de fourrage est donné par la Precaria, une graminée importante pour son émission et de sa capacité énorme sa stabilité, sa capacité de développement en tout terrain. Généralement, malheureusement, on manque de données qui peuvent témoigner ce résultat sur cette graminée. Un autre élément qui améliore la condition et la performance, ce sont des léguminés et le blé brun et le sucre brun. Ces éléments fixent l'azote et sont riches en nutriments et en eau. Leur valeur nutritionnelle comparée aux graminées est beaucoup meilleure pour leur contenu en protéines crudes, leur capacité de métaboliser et leur basse valeur d'NDA. Peut-être LDL peut être un désavantage
pour cette plante. Ce qui est important, c'est sa réduction d'émissions d'azote, les effets suppressants de l'almite, leur bas contenu en NDA, contiennent une autre quantité de tanins qui améliore la production de métallugène et des bactéries de la digestion des fibres. Il y a d'autres effets bénéfiques qui peuvent améliorer la situation de la viande, les données de la qualité de la viande. Mais je pense que demain, une autre communication sera plus détaillée en la matière. Un autre exemple de plantes, de graminées et de légumineux est la Sericea lespedeza, avec les données que vous voyez dans la diapositive. Parmi ces capacités, c'est la réduction du gaz du méthane et en termes de qualité de la viande, il y a une amélioration de l'oxydation lipide de 20%. En termes de paramètres physiques et chimiques, les effets sont neutres en fait. Il y a plus de données publiées dans les revues, dans les publications que vous pourriez consulter comme vous voulez. Pour ce qui est de la xérophyte, c'est une autre ressource disponible toute l'année. Sa valeur nutritionnelle est très élevée et son contenu pour ce qui est de l'eau et de l'énergie est très élevé et pour ce qui est de la biomasse, parmi ces avantages, il y a la caractéristique de la palatabilité pour ce qui est du fait du peu d'exigence du point de vue de sa culture, on peut dire que ça demande moins d'investissement. Nous pourrons voir également les effets de l'Apuntia ficus, du figue de Barbarie, en termes de performance, de croissance, de qualité de la viande pour les agneaux. Les avantages sont très positifs, même pour les examens tant de la viande que de la carcasse. En termes de qualité de la viande, les effets sont neutres pour sa composition chimique, pour le contenu des effets polyinsaturés de la viande. Les halophytes sont importants surtout pour leur valeur nutritionnelle. Si données seules, peut-être n'ont pas d'effet sur la croissance, mais peuvent améliorer leur vie, leur durée en tant que conservation. Là, il y a les valeurs positives des halophytes pour la viande et pour la qualité des apports nutritionnels. Mais c'est toujours encore des données à évaluer.
Pour ce qui est de la production de céréales et de légumes, de leur culture et des résidus des cultures, ces céréales et légumes ont une basse valeur nutritionnelle en tant qu'aliment. La seule valeur élevée concerne les énergies, la lignine et les protéines. Les sous-produits des plats de contenu nutritionnel modéré, mais pas continu. Les composés bioactifs sont élevés pour ce qui est des caroténoïdes, polyphénols, huiles essentielles, vitamines et PUFA. Des potentiels bénéfices peuvent être la réduction du CH entérique, des émissions d'azote et la suppression des ailes minces. Et la réduction des tanins condensés. Les effets des marques de raisin sur les agneaux améliore les performances, améliore la croissance et améliore la qualité de la viande. Améliore leur durée pour ce qui est de leur conservation. Mais dans la présentation de cet après-midi, je vous donnerai plus de détails. Il y a des étudiants qui, demain après-midi, feront également une autre présentation pour ce produit spécial. Pour ce qui est le sous-produit des animaux, un des sous-produits les plus communs avec une valeur très élevée ce sont les sous-produits du poisson, de la viande, des feuillages, du rumen digesta. Le rumen digesta a une composition en nutriments assez variable et le même contenu. Mais pour des raisons de sécurité, leur utilisation est un peu empêchée. Il faut quand même créer encore, concevoir des techniques de production qui puissent contrebalancer les effets négatifs que ces produits peuvent avoir pour pouvoir avoir les autorisations à les utiliser. Pour ce qui est des anciens produits alimentaires, ce sont des produits qui sont utilisés surtout dans la pâtisserie avec une valeur et une composition en nutriments assez variable qui présentent un risque moindre pour la santé animale et qui n'ont pas d'effet sur les performances quant à leur croissance. Toutefois, le souci concerne les microbes et les microbes surtout qui sont originés par le packaging en plastique qui peuvent réduire la qualité de la viande. Bon, l'utilisation des insectes, là aussi, c'est quelque chose qui commence à augmenter. Sont très riches en protéines crudes, en nutriments.
Mais il y a des obstacles qui doivent être surmontés pour leur utilisation. Il faut encore étudier leurs effets. On sait que quand même c'est des effets positifs. Peut-être leurs effets négatifs, s'il y en a, pourraient être contrebalancés par l'apport d'autres éléments, d'autres aliments. En tout cas, parmi les limitations, il y a les contenus en chitine, les données sur la production sur le ruminant. Il y a une amélioration des technologies qui doit être mise en place. Bon, la biomasse aquatique, là aussi, c'est une ressource alternative parmi les aliments pour un niveau plus nouveau. Là aussi, il y a des effets positifs. Ces produits de la biomasse aquatique tendent à produire la production de méthane. Les algues rouges ont un effet bromoforme et qui influence l'activité du méthane pour la formation de microbes. Avec 2% d'algues bruns, il y a quand même une réduction de la production de méthane, et pour le reste, les effets sont neutres. Donc, pour ce qui est de la chaîne longue, elles comportent et entraînent une production de PUFA jusqu'à 74%. Il faut quand même que des technologies de transport et des technologies de transformation soient planifiées pour pouvoir les utiliser. Bon, parmi les avantages, il y a la réduction d'aminoacides, il y a la lysine, la méthionine, les protéines, une croissance rapide et des contenus à lipides de 13%. Il y a quand même des données assez limitées il faut aller plus en profondeur. En conclusion, il y a vraiment beaucoup de ressources alternatives. Leurs nutriments et leurs composés bioactifs se révèlent modérés, et on réduit quand même les émissions de gaz à effet de serre et améliore la production de la viande ainsi que sa qualité. Et il faut bien sûr travailler sur les technologies, sur la planification de nouveaux aliments, sur leurs études pour pouvoir les utiliser à plein. Je remercie tous ceux qui m'ont invité, je remercie pour m'avoir offert la possibilité de venir ici. Merci. Il n'y aura pas de questions pour l'instant. Nous passons aux prochains orateurs. Et à la fin de la discussion générale, nous aurons à la fin de la séance, nous aurons notre discussion générale.
Kletos Mapi est professeur associé pour les sciences animales à l'université de Stellenbosch à Cape Town en Afrique du Sud. Sa recherche, son activité d'enseignement couvre plusieurs aspects, parmi lesquels la manipulation de la qualité de la viande et la composition de lipides. Ceci par plusieurs éléments, surtout la nutrition. Sa présentation aujourd'hui concerne les ressources en aliments pour animaux alternatives et la durabilité à la gestion des fumiers, à la production de produits de fermentation, surtout les légumineuses, qui contribuent énormément aux émissions de gaz des effets de serre. Ces émissions de gaz sont également corrélées à la qualité des éléments, des aliments pour animaux. D'autant faible est la qualité de ces aliments, d'autant plus élevée est la quantité d'émissions de gaz. Surtout si ces légumes, ces légumineuses contiennent des fibres. Un régime à teneur élevée de fibres est destiné à provoquer des niveaux élevés d'émissions de gaz. Donc, conformément aux fibres qui contribuent pour 68% aux émissions, on peut dire que le matériel, les produits qui font partie et qui rentrent dans les aliments pour animaux jouent un rôle important. Ceci aide et la durabilité de la production et la rend vulnérable tant du point de vue écologique qu'économique. Parmi les fibres et la production donc de ces fibres, un pourcentage très élevé n'est pas comestible. Il est donc important de travailler pour un système durable de production d'aliments pour améliorer la production de ces aliments et leur qualité. L'objectif de cette présentation est d'essayer de trouver des ressources alternatives qui pouvant aider les petits ruminants et pouvant améliorer la situation des émissions de gaz. Pour ce qui est de la performance de la croissance de ces petits ruminants, la qualité de leur viande, la qualité du lait et leur utilisation. Et disons que le premier élément dont il faut tenir compte, ce sont les légumineuses fourrageuses qui sont très populaires parce qu'ils se sont établis et bien plantés et comptent des espèces très variées qui peuvent vraiment être disponibles toute l'année et qui peuvent aider ce développement durable. De plus, pour ce qui est des analyses qui ont été faites, des méta-analyses, eh bien, le résultat confirme les effets positifs des systèmes qu'il faudrait adopter et leur adaptation tant au changement de climat
au climat tropical où ces plantes, ces légumineuses se sont établies. Ces espèces de graminées fourragères parmi lesquelles le Bracharia ont des faibles émissions de méthane et un faible contenu en NDA. Sont riches en protéines et une digestibilité importante et des valeurs de métabolites importantes. Donc, sont très adaptés pour améliorer les performances des animaux. Un autre bon exemple de culture fourragère est la Plecaria de Campes, une graminée avec une faible quantité d'émissions d'azote du fait de sa capacité élevée de nitrification. Sa haute teneur en protéines, son niveau élevé de digestibilité augmente son acceptabilité. Quand même, son utilisation est limitée par la toxicité de la saponine que ces graminées fourragères contiennent, qui quand même peut être minimisée à l'aide d'autres aliments. D'habitude et généralement, le manque de données sur les différentes de la performance rend difficile l'utilisation de cette graminée et la consommation de cette graminée. La deuxième ressource alternative disponible concerne les légumineuses brunes qui fixent l'azote, qui apportent des nutriments et qui produisent de l'eau souterraine. Les valeurs d'azote, leur teneur en protéines crudes, leur capacité métabolique à métaboliser et une baisse valeur d'NDA. Le tanin condensé peuvent quand même être un désavantage pour l'utilisation de ce produit. Quand même, les émissions d'azote sont réduites. Ce produit ont un effet suppressant de l'helminthe, contient du tanin qui semble avoir des effets antimicrobiens grâce à leur production de métallugènes et de bactéries et de fibres de la digestion. Elle cause quand même des pertes de poids, mais quelques éléments intégrants peuvent quand même améliorer les performances en termes de viande et de durée de conservation. Un autre exemple de ressources alternatives est Saricea lespedeza, qui a des caractéristiques de digestibilité et de performance sur la croissance de 30%.
qui a des valeurs importantes pour la suppression de l'almende, la réduction du méthane, des émissions de méthane et en termes de qualité de la viande peut améliorer l'oxydation des lipides jusqu'à 20%. Et pour ce qui est des paramètres chimiques, les effets sont neutres, presque aucun effet. Mais il faut faire des études plus approfondies. Pour ce qui est des xérophytes, les xérophytes sont disponibles toute l'année, ont une grande valeur nutritionnelle, sont riches en énergie, en contenu d'eau, et du fait de leur biomasse sont assez palatables. Ce qui est une valeur et un avantage par rapport aux cultures de fourrage, aux autres cultures de fourrage. Quand même, il y a des données assez limitées pour ce qui est de la réduction de méthane, également pour ce qui est d'une possible amélioration de la qualité de la viande. Pour ce qui est des Opuntia ficus ou figues de Barbarie, eh bien, c'est un produit qui a des effets sur la digestibilité, des effets positifs. Qui a un effet sur la production et sur la performance quant à la production de lait de 42%. Et les effets sur l'apport d'eau est compté, j'ai calculé jusqu'à 60%, tandis que ces effets pour ce qui est de la composition chimique sont neutres quant à la production d'acide polyinsaturé dans la viande. Les halophytes bien, ont une valeur nutritionnelle particulière. Là, vous voyez sur la diapositive les pourcentages des valeurs d'OMD, vitamine E, CP, lignine, oxalate, ME. Ce qui peut s'attribuer surtout la performance peut s'attribuer surtout à la haute teneur en vitamine E. Bon, les effets sur les performances de croissance sont assez neutres. Mais il y a très peu d'études à l'heure actuelle, d'autres études de recherche sont entendues. Pour ce qui est les céréales et les légumes et les cultures relatives, les valeurs sont assez excitantes. Il y a une capacité de métaboliser assez basse, mais il y a une NDF assez élevée et la lignine, la valeur de la lignine en pourcentage est très élevé également. Le ME n'est pas si élevé que ça, etc. Pour ce qui est des sous-produits des plantes, les contenu de nutriments est assez modéré, tandis que ils sont riches en composés bioactifs pour ce qui est les caroténoïdes, les polyphénols, les huiles essentielles, la vitamine et le PUFA. Et pour ce qui est des bénéfices potentiels, réduisent le CH entérique, le nombre d'émissions, suppriment les elmites et encouragent et améliorent la qualité de la viande et leur possibilité de conservation. Pour ce qui est des marques, de la marque de raisin et leurs effets sur les agneaux, bon, il y a
bonne performance quant à la croissance et à la qualité de la viande, pour l'utilisation des nutriments, pour les paramètres des couleurs qui améliorent la qualité et la possibilité de la durée si conservée. On a également évalué les tourtes de chanvre et les effets là sont positifs. Une autre ressource potentielle alternative, ce sont les sous-produits animaux. Jusqu'à 95% ont une capacité de biodisponibilité, surtout pour ce qui est des poissons, de la viande, de feuillage, des Rumana digesta. Pour ce qui est de leurs apports, de leur digestibilité. En termes des fenêtres pour les carcasses, la qualité de la viande et les performances de la croissance. Toutefois, il faut des réformes, il faut que la politique fasse quelque chose pour permettre leur utilisation. Et pour rendre possible leur développement, pour les rendre plus efficaces. Une autre des sources alternatives, de ressources alternatives, c'est les produits de l'ancien, les produits alimentaires anciens, qui contribuent à la réduction de la production de méthane, qui réduisent le pH des plantes et de la viande, qui peuvent enrichir les régimes en fournissant des nutriments alternatifs et qui peuvent améliorer tous les mécanismes de croissance ou d'amélioration de la performance. Leur action sur les microbes est tellement étudiée, et surtout pour ce qui est des activités microbiques et des résidus qui restent du packaging en plastique. Il y a également l'utilisation des insectes, c'est une utilisation presque nouvelle, récente. Les insectes sont riches en protéines, riches en aliments, riches en nutriments. Et très sains également. Leurs études in vitro témoignent de ces résultats positifs et des effets neutres sur la qualité de la viande et sur les performances de la croissance. Sont riches en chitine, contribuent à la production des données sur les ruminants, améliorent les technologies, sont conformes à une production en toute sécurité, et même pour la sécurité des consommateurs qui devraient l'accepter. Il faut faire attention quand même aux espèces. S'il y a des espèces qui ne sont pas des espèces indigènes qui pourraient compromettre le bienfait. Pour ce qui est des aliments nouveaux, et parmi ces aliments, il faut considérer la biomasse aquatique. La biomasse aquatique est très utile, surtout pour la réduction de la production de méthane,
même jusqu'à 90%, surtout pour ce qui est des algues rouges qui quand même produisent ont une activité de bromoforme qui est négative, qui a des effets négatifs. Pour ce qui est de la production d'algues, il faut considérer les performances sur les caractéristiques de la carcasse, des carcasses dans les agneaux. Dans ce cas, la Zolia pinnata a une utilisation, l'utilisation de ces nutriments pour les performances dans les agneaux, et leur utilisation peut quand même améliorer la viande pour les aminoacides, pour les acides grasses, pour la composition et les composés bioactifs qu'elles contiennent, que ces algues contiennent. Il y a encore les protéines unicellulaires qui sont importants et qui limitent la production d'aminoacides qui elles sont importantes pour ce qui est de la lysine et de la méthionine, pour leur contenu en lipides, pour les taux de croissance qui se révèlent rapides. Il y a quand même des limitations dans des conditions de la croissance et les coûts de production. Et il y a quand même encore des données limitées. Et en conclusion, donc, il y a beaucoup de ressources additionnelles, mais il faut même considérer la réduction des émissions de gaz, l'amélioration de la production de la viande, de la qualité et l'amélioration de plusieurs conditions. Donc, on devrait être possible accélérer l'adoption de ces ressources qui increasent la biodisponibilité des nutriments qui développent la production de masse d'une manière économique, qui améliore les conditions de récolte, de production, de transformation et qui vise à améliorer et même les conditions des fermiers, des éleveurs en réduisant le coût, en rendant leur vie plus facile. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Alessandro m'a dit qu'il y a encore 10 minutes pour encore des questions avant de passer à la pause café. Y a-t-il de questions? Pouvez-vous vous présenter avant de poser la question? Je m'appelle Farouk, je viens de l'université de Stellenbosch, Afrique du Sud. Ça, j'entends pas. Je peux pas traduire. Bon, ça peut pas se faire toute l'année car les ovins mangent le raisin sinon. Mais si on fait le pâturage à des périodes bien spécifiques sans compromettre la vendange, alors c'est faisable donc au printemps et en automne. C'est pourquoi les bergers doivent être malins, doivent être smart. Il faut respecter les temps de la production de vin pour ne pas compromettre la récolte. Est-ce que j'ai répondu à votre question?
Merci, je viens de Tunisie, Islamabad. On ne vous entend pas? Le micro ne marche pas. Oui, d'accord. J'ai une question pour le collègue de l'Afrique du Sud sur l'utilisation des sous-produits. Il y a quand même des éléments organoleptiques. Vous utilisez la mouche noire comme source de nutriments et ça touche la qualité organoleptique. En fait, le sol noir est limité aux poulailles et ils n'ont pas d'effet sur le développement d'autres des poulets. Ils n'ont pas eu d'effet. Une question pour le premier speaker. Comment vous affrontez et vous pouvez faire face à ce défi de mettre ensemble collaborateurs, fermiers, éleveurs et dans quelle structure les autorités publiques ne sont pas nécessairement disponibles, mais les éleveurs, les producteurs de fourrage veulent maintenir la fertilité du sol. Ils ont des problèmes de diversité, de problèmes de système de production, de problèmes de cultivation. Donc c'est dans l'intérêt des fermiers de augmenter leurs opportunités, les opportunités de travailler avec, de récolter les fumiers, de possibilités de améliorer leur cultivation de fourrage. Et donc, c'est dans leur intérêt de se mettre ensemble. C'est pour ça qu'il faut être ouvert à de nouvelles opportunités, y compris la durabilité de leur système. Il ne faut pas faire des pressions peut-être sur les autorités locales, mais ça peut être possible que les autorités locales puissent s'intéresser au pâturage, à ces activités, et peuvent traiter les occupations des terres abandonnées, peuvent payer ou contribuer au paiement des pâturages à ces terrains. Et comment pouvez-vous faire? Il faut développer, il faut faire des accords juridiques, légaux, des pactes, des accords. Bon, on a fait des séminaires au début où les deux groupes se sont rencontrés et ont exprimé leurs attentes, leurs espoirs, ont échangé leurs idées. Et après, on a décidé de dessiner un scénario, projeter un scénario de collaboration, le concevoir sur plusieurs thèmes, consommation d'énergie, plusieurs animaux, composition, aliments, graines, composés et l'accord. Les accords, quelquefois, sont informels, mais ça peut se passer qu'ils décident de fixer un prix, par exemple, avec une gamme de variations, très petite gamme, pour se refaire au prix du marché mondial. Il y a des cas, nous avons trouvé où, avec les accords, marche beaucoup d'une manière plus accélérée et ça rend les choses beaucoup plus faciles s'il y a quelque chose d'écrit. Quelquefois, non. Bon, merci de votre présentation. Égypte.
Donc, pour l'utilisation des insectes, vous avez des données sur l'utilisation de ces insectes? L'effet potentiel sur les émissions de gaz? Bon, en fait, il y a une valeur de PT très élevée euh, euh, et tout dépend de la quantité d'azote qui est produit et qui va dans la production de méthane. Ça peut être très dangereux, mais ça dépend. Ça m'étonne même de la production de méthane qui, selon les insectes ou selon les espèces, est empêchée. Bon, l'effet toxique est sur les microbes et réduit donc la population de microbes. Mais renforce la végétabilité des fibres en inhibant l'activité des microbes, la digestion des fibres. À quel pourcentage? 15%? Je crois que on peut calculer un pourcentage de 6%. Je crois quand même que c'est un domaine intéressant à étudier et approfondir. Vous avez présenté des données excellentes sur les fourrages intégrés, le système de fourrage intégré. Pensez-vous que si on intègre les fourrages différents, ça peut avoir des opportunités en la Méditerranée? Oui, en fait, les systèmes agroforêts créent un mésoclimat qui peut régler les flux d'eau, mais donne également la possibilité d'utiliser les ressources en forage, l'alimentation pour l'alimentation des animaux et qui peut même améliorer la durabilité des systèmes et du système en général. Bon, la dernière question. Université de Saragosse, Espagne. Guillaume, probablement, vu que tu es européen, tu sais que les politiciens européens sont fous et qu'ils proposent des politiques illogiques. Comment pouvons-nous survivre avec leurs propositions? Bon, c'est une question qu'on ne peut pas résoudre en 2 minutes, mais j'essaye de le faire en 30 secondes. Peut-être nous, scientifiques, nous devrions nous organiser en lobby pour faire des pressions. Ça pourrait être une manière de les prendre par nos connaissances, les informer sur les conditions de bétail et sous quelles conditions on travaille. Mais je ne sais pas s'ils sont conscients de la différence des systèmes animaux. Et donc, je ne sais pas.
La séance n'est pas finie, mais nous avons des posters et la pause café dans le cloître. Vous suivez la map, la carte du monastère avec les indications du cloître et à tout à l'heure.